Les négociations. Vous savez, on voit revenir ce genre de confrontation entre l'Iran et les États-Unis, en Asie de l'Ouest, dans le Golfe Persique. Mais d'un autre côté, il y a aussi, disons, des discussions en cours entre les deux parties, entre le Liban, le gouvernement libanais et les Israéliens. De quoi s'agit-il exactement? Et quelle est la perception au Liban? Eh bien, c'est vraiment une tentative désespérée du gouvernement en échec au Liban, celui du président Joseph Aoun et du premier ministre Nawaf Salam, pour obtenir quelque chose de leur maître à Tel Aviv, à New York et à Washington. Mais le gouvernement libanais est incapable d'imposer ce qu'il a déjà signé, ni au Parlement, ni au Conseil des ministres, ni au peuple libanais. Même l'armée libanaise refuse désormais d'intervenir ouvertement dans les affaires politiques internes du pays. Le commandant en chef, le général Joseph Aoun, a d'ailleurs été cité en disant cela. Donc les Américains et ce régime vassal au Liban n'ont aucune capacité à tenir les engagements que ce gouvernement signe. Des manifestations ont déjà été annoncées, et c'est la première fois qu'on va voir de vrais partis politiques y participer, à Beyrouth, autour des casernes du gouvernement, des bureaux, du Parlement et tout ça. Donc il est clair que ceux qui vont partir négocier avec les Israéliens en Europe risquent, s'ils reviennent, de ne plus retrouver de gouvernement. Voilà la situation dans le pays. Les États-Unis, comme on l'a entendu à plusieurs reprises, menacent d'envoyer leurs propres forces au Liban. Mais j'ai des doutes sur leur capacité à le faire. Oui, mais je ne sais pas quelle est la perception du côté du Hezbollah, ni s'il y a une forme de dialogue entre le gouvernement et le Hezbollah ou entre les partis politiques. Enfin, pas vraiment entre les deux. On a le Parlement, on a le Hezbollah qui est au Parlement, et puis des partis plus ou moins proches du Hezbollah. Alors, quelle est la perception au Liban et parmi les partis politiques? Oui, alors on a entendu, bien sûr, dans le dernier discours de Sayed Naïm Al-Qassem, le secrétaire général adjoint du Hezbollah, pendant la commémoration des funérailles de l'ayatollah Ali Khamenei, que l'accord, selon le Hezbollah, est déjà nul et non avenu, et que le Hezbollah défendra le territoire libanais et le libérera. En gros, ils disent, si quelqu'un a le courage, qu'il vienne nous affronter. Le Hezbollah, à mon avis, est très à l'aise. Parce qu'il sait aussi que la grande majorité des Libanais voient cet accord, peu importe leur origine, leur religion ou la région où ils vivent, comme un accord humiliant. Un accord sans précédent dans la lutte, encore plus humiliant que celui d'Oslo, signé à l'époque par Abbas et avant lui par Arafat. Nous en sommes à un point où il y a une vraie déconnexion. Le président du Parlement, qui dirige le parti Amal, Nabi Berri, député, a d'ailleurs déclaré publiquement qu'il n'a eu aucune communication directe avec le président depuis que cet accord est poussé à Washington. Il y a donc aujourd'hui une rupture entre le pouvoir parlementaire, le pouvoir présidentiel et gouvernemental et le pouvoir militaire. Et derrière le président du Parlement, quand on regarde la composition du Parlement libanais, 22 partis ont signé une déclaration condamnant cet accord et le rejetant. Donc, on parle de partis chrétiens, de partis arméniens, de partis chiites, sunnites, socialistes, druzes, et ainsi de suite. La grande majorité des partis au Parlement s'opposent démocratiquement, en gros, à cet accord. Le pays est donc à un carrefour. Et tout cela se passe au moment même où les États-Unis essaient de déstabiliser l'Irak et le Yémen en provoquant des tensions internes. Comme on le voit au Yémen, l'axe de la résistance a réussi à repousser tous les plans visant à y semer le chaos. Le Liban, lui aussi, fait face à cela. L'Occident, l'Empire et les sionistes ne s'en sortiront pas mieux au Liban. En réalité, leur situation est même pire, à mon avis,
pour leurs agents et leurs vassaux à l'intérieur du pays. Oui, le Premier ministre de l'Irak est allé aux États-Unis pour rencontrer Donald Trump. Il semble que Washington mène des politiques sérieuses en Irak, peut-être même des réformes politiques. Ils ont déjà commencé à le faire avec le nouveau Premier ministre irakien. Mais quels sont les principaux objectifs? Et surtout, dans quelle mesure ces objectifs sont-ils vraiment réalisables? Compte tenu de la situation en Irak et de la combinaison des forces présentes sur place. Oui, si on regarde le paysage du pays, l'Irak, géographiquement, le sud est très majoritairement chiite, le centre et le nord-ouest sont sunnites, et le nord-est, c'est la population kurde, qui était aussi sunnite. Donc on a en gros une région sur laquelle les Américains peuvent jouer. Et comme on le voit, ça s'étend jusqu'à la capacité des États-Unis à intervenir en Iran en s'appuyant sur la population kurde. Ensuite, si on regarde la puissance militaire du pays, l'armée irakienne officielle est une organisation disparate. Les États-Unis, pendant l'occupation de l'Irak, ont délibérément démantelé toute l'armée, exécuté ceux qui en faisaient partie au niveau du commandement et transformé l'Irak, en somme, en une force de police glorifiée, sans armes capables de se défendre réellement. Et on a vu comment, quand Daesh a envahi sous la direction des Saoudiens, des Turcs, des Israéliens et des Américains, l'armée irakienne s'est tout simplement volatilisée. Et c'est là que ce qui est venu combler ce vide, comme au Liban dans les années 80, ça a été la naissance des unités de mobilisation populaire, une sorte de reproduction de la situation du Hezbollah, née après l'effondrement de toutes les forces militaires libanaises capables de défendre le pays contre l'occupation israélienne. Alors, quand on regarde aujourd'hui, qui détient vraiment le pouvoir sur le terrain? Qui est-ce? Ce sont les organisations membres du PMU, parmi lesquelles figure le Hezbollah irakien. Et les États-Unis ne peuvent pas compter, par exemple, sur les milices kurdes pour affronter le PMU. Ils ne peuvent pas non plus compter sur l'armée irakienne, parce que le fait que le PMU avance dans des zones arabes, qu'elles soient sunnites ou chiites, va immédiatement provoquer une riposte, même de la part de la population sunnite. Cela tient à l'histoire de la population kurde en Irak, une population arrivée pendant le génocide des Arméniens, des Arabes et des Assyriens, dans le nord du Croissant fertile, avant la guerre mondiale. Et aussi au fait que ces milices kurdes ont participé au nettoyage ethnique et au génocide de ces populations, à la demande de nombreuses puissances présentes en Irak. Vous parlez des Turcs? Vous? Oui, alors, le génocide turco-ottoman, c'était juste avant la Première Guerre mondiale, à un moment où l'Empire ottoman commençait à sentir qu'il allait s'effondrer. Il avait peur de ses plus grandes minorités, c'est-à-dire les peuples arabes, les Arméniens, les Assyriens et d'autres encore. Alors ils ont fait appel aux milices kurdes. Ils leur ont dit, vous pouvez descendre des montagnes kurdes, de ces terres infertiles, et venir ici pour nettoyer ethniquement, commettre un génocide, prendre ces terres, éliminer les Arabes, les Arméniens, les Assyriens et tous les autres. Et c'est ce qui s'est passé. Par exemple, Diyarbakir, qui est aujourd'hui considérée comme la capitale des Kurdes en Turquie, c'était à l'origine la terre de la tribu arabe des Takirs. Erbil, à l'origine, c'est la capitale du peuple assyrien, qui a été ethniquement nettoyé de cette région à l'époque de l'invasion kurde. Donc, utiliser des milices kurdes pour envahir d'autres parties de l'Irak va forcément provoquer un sentiment nationaliste au sein de la population arabe, quelle que soit sa religion, mais aussi chez les Assyriens, les Chaldéens et plus largement chez toutes les communautés chrétiennes arabes. Quand on regarde ce paysage, un peu comme au Liban,
Il n'existe pas de force locale ou militaire capable d'affronter les unités de mobilisation populaire qui sont alliées à l'axe de la résistance. Ce que les États-Unis peuvent faire, et qu'ils font déjà, c'est utiliser leur contrôle sur les revenus du pétrole et du gaz irakien. Des revenus qui doivent passer par les banques de New York pour être distribués, afin d'utiliser cet argent pour tenter d'acheter des soutiens au sein du gouvernement et créer ainsi un déséquilibre dans le pays et Si un nouveau front devait s'ouvrir à nouveau entre l'Arabie saoudite et le Yémen, lui, n'avait pas pris part au combat depuis le début de la guerre entre l'Iran et les États-Unis. Ils étaient restés en quelque sorte en marge du convoi. Mais récemment, comme vous le savez, l'Iran a brisé à 2 reprises le blocus sur le Yémen, sur l'aéroport de Sanaa. La première fois, il n'y a pas eu de problème, c'était pendant des funérailles. Et d'une certaine manière, l'Arabie saoudite avait reculé. Et puis, il y a seulement 2 jours, ou avant-hier, l'Iran a tenté d'envoyer un autre avion civil transportant la délégation yéménite pour atterrir à l'aéroport international de Sanaa. Cette fois, l'Arabie saoudite et ses avions de chasse sont intervenus. Finalement, ils ont forcé l'avion civil à se dérouter vers l'ouest du Yémen et à atterrir à l'aéroport international d'Al-Udeid. Mais la piste a été touchée par des missiles tirés par des avions de chasse saoudiens. Et ensuite, le Yémen a répliqué en frappant 2 cibles. L'une d'elles était une base aérienne en Arabie saoudite et l'autre, si je ne me trompe pas, l'aéroport international d'Aba, également en Arabie saoudite. Donc ce jeu de représailles ne se limite pas à l'Iran et aux États-Unis. Il se joue aussi entre le Yémen et l'Arabie saoudite. Comment voyez-vous cette escalade entre les 2 camps, compte tenu de la situation actuelle? Et à quel point est-ce critique pour l'Arabie saoudite, si l'on pense au détroit d'Ormuz et à sa fermeture, qu'on est en train de voir se reproduire? Le blocus revient, l'Iran revient, et le conflit reprend. Pour l'Arabie saoudite, la seule voie de sortie pour le pétrole, c'est la mer Rouge. Et c'est elle qui a déclenché cette confrontation. Le Yémen pourrait bien agir pour perturber cette connexion vers la mer Rouge. Comment analysez-vous cela? vous savez, quand on regarde l'histoire de cet avion, il est clair que l'Iran devait envoyer un appareil pour transporter la délégation yéménite depuis Sanaa, afin qu'elle puisse assister aux funérailles du grand martyr. À ce moment-là, les Saoudiens ont menacé d'abattre l'avion et de détruire l'aéroport, mais ils ne l'ont pas fait. Ils voulaient en fait contester cette violation du blocus imposé au Yémen. Parce que si les Saoudiens n'avaient pas réagi, cela aurait créé un précédent. Il y aurait eu, chaque jour, plusieurs vols en provenance d'Iran qui auraient pu transporter tout ce qu'ils voulaient. Et le Yémen aurait alors été libéré d'un siège qui dure depuis plus de 10 ans. Les Saoudiens ne pouvaient pas laisser faire ça. Alors quand l'avion est revenu, ils n'ont pas non plus attaqué. Ils ont eu trop peur de la réaction s'ils faisaient ça. Alors à la place, ils ont attaqué l'aéroport de Sanaa et permis à l'avion d'atterrir au Yémen, à l'aéroport de Hodeïda. Donc maintenant, l'axe de la résistance, et le Yémen en particulier, qui voulait transformer les funérailles en une sorte de victoire partagée, ajoute encore à la gloire de ces funérailles, à la gloire de ce martyr. L'un des résultats du martyr et des funérailles du grand ayatollah Ali Khamenei, c'est la fin du blocus du Yémen. C'est ce que l'axe de la résistance cherchait à obtenir. Mais maintenant, à cause de l'attaque insensée des Saoudiens, l'axe de la résistance doit recréer une nouvelle dissuasion et tenter une fois de plus de faire venir des avions. Et comme on le voit, en menant des attaques équivalentes sur un aéroport civil à Aba, qui, soit dit en passant, fait partie du Yémen, occupé par le royaume saoudien avec des armes britanniques en 1930, et ensuite nettoyé ethniquement.
Abha, Assir et Najran, dans la région au sud de la Mecque. Tout ça, c'était des terres yéménites, jusqu'en 1930. À ce moment-là, les escadrons de la mort wahhabites saoudiens ont été lancés sur la région, armés par les Britanniques. Et ça, c'est quelque chose dont la résistance d'Ansarullah au Yémen et le gouvernement yéménite parlent tout le temps. Ils disent, si la famille Saoud continue comme ça, eh bien, nous allons libérer les terres yéménites occupées en 1930, et peut-être même, un pas plus loin, libérer la Mecque de leur contrôle. Je ne dis pas que ça va se produire maintenant, je vous replace simplement dans le contexte, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Abha. Mais clairement, aujourd'hui, les Saoudiens, s'ils ne réagissent pas, et pour l'instant ce n'est pas une guerre ouverte entre l'Arabie saoudite et le Yémen, alors le Yémen doit tester le fait d'envoyer plus de vols pour montrer que le blocus touche à sa fin. Et le Yémen a aussi annoncé qu'il avait instauré un blocus sur le transport saoudien à travers Bab el-Mandeb. En ce moment, aucun navire à destination ou en provenance d'Arabie saoudite, ni aucun navire lié aux Saoudiens, n'est autorisé à passer par Bab el-Mandeb. Cela va donc créer une situation chaotique pour les Saoudiens, sans même que le Yémen ne touche à l'oléoduc qui transporte le pétrole saoudien de l'Est vers la mer Rouge. En réalité, la plupart des navires saoudiens, environ 60 à 70% du pétrole saoudien, sont destinés au marché d'Asie de l'Est, la Chine, le Japon, les Philippines et d'autres encore. Maintenant, ils ne peuvent plus passer par Bab el-Mandeb. Ils doivent emprunter le canal de Suez, puis contourner toute l'Afrique pour atteindre les marchés d'Asie de l'Est. Et on va voir le chaos commencer à s'installer sur ces marchés à cause de cette décision. Ils ont abattu un des drones saoudiens au Yémen. C'est ça, leur capacité. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on sait vraiment de leur système de défense aérienne? En gros, c'est à peu près ce que possède le Hezbollah, puisque le Hezbollah a ses propres systèmes de défense aérienne. Est-ce que c'est similaire ou différent? Qu'en penses-tu? Je pense que les forces armées yéménites disposent d'un équipement plus développé, plus avancé. Ce n'est pas que le Hezbollah ne puisse pas avoir ce genre de capacité, mais le territoire libanais rend les choses beaucoup plus compliquées. C'est très difficile de cacher, par exemple, des systèmes de défense aérienne et les radars qui vont avec, surtout quand il y a des services de renseignement partout et que le pays est disputé. Au moins, au Yémen, les zones contrôlées par Ansarullah et par l'armée nationale yéménite ne sont pas contestées et ils peuvent y installer ce qu'ils veulent, où ils veulent. Ce qu'on voit, en réalité, c'est que les défenses aériennes dont disposent les Yéménites ressemblent clairement à celles de l'Iran. Surtout quand on regarde les vidéos qu'ils publient, la qualité de l'image, le codage à l'écran. On retrouve des systèmes très similaires à ceux que les forces armées iraniennes ont développés et qu'elles utilisent. Il y a très probablement aussi des ingénieurs yéménites qui participent à ce travail. Depuis longtemps, l'Iran fonctionne de cette manière, avec les membres de l'Axe de la Résistance ou avec des forces anti-impérialistes comme l'ancienne Syrie, la Corée du Nord ou encore l'ancien Pakistan. C'est du développement conjoint, avec des échanges d'ingénieurs, ce genre de coopération. Donc le Yémen pourrait fabriquer certaines pièces de ces systèmes ou bien les recevoir directement d'Iran. Et en général, bien sûr, c'est pour ça que les Saoudiens paniquent. Parce que si des vols arrivent directement avant ce vol de défi lancé par l'Iran et le Yémen, eh bien, à l'époque où l'aéroport de Sanaa était encore ouvert, pour s'y rendre, il fallait passer soit par Riyad, la capitale du royaume saoudien, soit par Amman, la capitale de la Jordanie. Et il fallait obtenir l'autorisation des services de renseignement saoudiens et jordaniens pour pouvoir embarquer. Donc, il n'y avait aucun moyen pour que ce mouvement entre l'Iran et le Yémen soit sûr.
Je pense que le Yémen et l'Iran vont essayer de faire de cette situation une réalité permanente.